Une équipe de Côte d'Ivoire plus solide et plus réaliste est venue à bout de celle du Cameroun 1-0 et s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce mercredi à Malabo. Année de l'autonomisation des femmes et développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063. Voilà le thème du 24e sommet de l'UEA auquel prendra part le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara est arrivé cet après-midi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Quelques 1500 membres des forces de sécurité vont être mobilisés pour enrayer la vague d'enlèvements suivie de meurtres d'enfants frappant depuis quelques semaines la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur à l'issue de la réunion interministérielle sur l'enlèvement d'enfants qui vient de se tenir à Abidjan. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. La Côte d'Ivoire a enfin battu le Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations après 5 défaites et 2 nuls en phase finale. Ce mercredi, les éléphants étaient plus solides et plus réalistes. Score final 1-0. Ce succès se double donc d'une qualification pour les quarts de finale de la CAN 2015 et d'une élimination des Camerounais dès le premier tour. La Côte d'Ivoire est en quart de finale. Les poulains d'Hervé Renard ont déjoué tous les pronostics et se sont imposés 1-0 face aux Lions indomptables du Cameroun. L'homme du match, c'est lui, Max Gradel. Sauvé par Gradel face au Mali, le petit poussé a remis le couvercle à la 36e minute. 1-0 pour les éléphants. Au moment où il reçoit le ballon, il sait déjà ce qu'il va en faire. Est-ce qu'il peut se mettre en position? La frappe est immédiate, elle est lourde de l'essai. La Côte d'Ivoire a une longueur d'avance et mène à la pause. À Mongomo, le Mali mène la Guinée également grâce à Kevin Constant qui transforme un penalty. Les éléphants de Côte d'Ivoire entament la seconde partie avec plus d'emprunts et forment un bloc pour maintenir ce score jusqu'au terme des 90 minutes. Maliens et Guinéens qui ont coupé la poire en deux 1-1 connaîtront leur destin jeudi prochain lors d'un tirage au sort. La Côte d'Ivoire termine première de son groupe et rencontrera l'Algérie en quart de finale. La Côte d'Ivoire est en quart de finale. La Côte d'Ivoire. Quart de finale prévu donc pour le dimanche 1er février prochain. À présent, direction l'Éthiopie où le président de la République est arrivé cet après-midi. Le chef de l'État va prendre part, vous le savez, au 24e sommet de l'Union africaine. Sommet dont le thème est 2015, année de l'autonomisation des femmes et développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063. Viviane Aïma, notre envoyée spéciale sur place. En provenance de Riyad, en Arabie Saoudite, le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce mercredi 28 janvier à 15h30 heure locale à Addis Abeba pour participer aux assises de la 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue ces 30 et 31 janvier au siège de l'organisation panafricaine. Le président de la République a été accueilli côté officiel par un représentant du gouvernement éthiopien et un représentant de l'Union africaine, respectivement le ministre chargé des affaires juridiques au cabinet du Premier ministre éthiopien, Dr Fassil Naom, et la commissaire en charge des affaires politiques à l'Union africaine, Dr Aïcha Abdoulaye. Également par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Éthiopie, son Excellence Georges Aboua, ainsi que plusieurs ministres du gouvernement ivoirien. Le président de la République était lui-même accompagné par plusieurs membres du cabinet présidentiel. Ce 24e sommet qui se tiendra autour du thème officiel 2015, année de l'autonomisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Afrique, sera une nouvelle fois, comme lors des précédents sommets, l'occasion de concertation au plus haut niveau autour de préoccupations urgentes de l'heure sur le continent africain, comme a souligné le chef de l'État ivoirien à son arrivée. Nous allons bien sûr faire un point sur la situation au niveau du continent et également il y a deux préoccupations majeures à l'heure actuelle. La question d'actualité, la fièvre Ebola. Les ministres ont eu à faire des recommandations à ce sujet et nous avons tous les défis du terrorisme, notamment en Afrique de l'Ouest avec les attaques de Boko Haram et par conséquent
Ces deux enjeux sont essentiels, importants, mais nous aurons bien sûr d'autres questions à voir avec les autres chefs d'État et des réunions bilatérales. C'est toujours un plaisir d'être ici et de participer à ce sommet. Présente aussi aux assises de ce 24e sommet de l'Union africaine, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui fait de l'autonomisation de la famille ivoirienne son cheval de bataille à travers la création du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le microcrédit qu'elle a créé pour aider ses sœurs ivoiriennes à se prendre en charge. La première dame de Côte d'Ivoire a rejoint ce mercredi à partir d'Abidjan le président de la République à Addis Abeba. Elle participera dans le cadre du sommet à un atelier sur l'autonomisation des femmes. Notons qu'en marge du sommet, plusieurs audiences sont inscrites sur l'agenda du président de la République. Avant de se rendre à Addis Abeba, le président Alassane Ouattara était à Riyad, en Arabie Saoudite. Le chef de l'État s'y était rendu pour présenter les condoléances de la nation à la famille royale et au peuple saoudien suite au décès de Sa Majesté Abdallah, roi d'Arabie Saoudite. On reste avec Viviane Haïma. Hormis les relations personnelles d'amitié qu'il a tissées de longue date avec la famille royale saoudienne, dans l'exercice actuel de sa fonction de chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a été à différentes reprises grandement honoré par cette famille royale, notamment lors de la première visite qu'il a effectuée en Arabie Saoudite en 2012 pour participer à la session de l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, visite au cours de laquelle il s'est aussi rendu sur les lieux saints. Puis, lors de sa récente visite officielle dans ce pays du 8 au 12 décembre 2014, visite qui a vu l'établissement de fructueux contacts avec les milieux d'affaires saoudiens. À cet effet, une importante délégation de la Chambre de commerce et d'industrie de ce pays, comprenant de nombreux investisseurs, est attendue dans les prochains jours à Abidjan. Des liens d'amitié complétés par des relations de coopération riches de promesses pour les deux pays. Le président de la République se devait d'apporter sa compassion et son soutien à la famille royale saoudienne face au deuil qui la frappe par le décès de son patriarche, le roi Abdallah Ben Abdel Aziz Al Saoud. Le président de la République s'est rendu personnellement à Riyad le lundi 26 janvier. Il a été accueilli à son arrivée à la base militaire de la capitale saoudienne à 16h heure locale par son Altesse royale le prince Majid Ben Abdallah. À 19h heure locale, le président de la République s'est rendu à la résidence royale du défunt roi Abdallah Ben Abdel Aziz Al Saoud pour présenter ses condoléances à la famille du défunt. Le lendemain, mardi 27 janvier, le président de la République recevait à son lieu de résidence le prince Talal Ben Badr Ben Sand Ben Abdelaziz Al Sand, porteur d'un important projet d'investissement en Côte d'Ivoire. Retour en Côte d'Ivoire, donc. Le dialogue gouvernement-opposition reprend demain. La rencontre va porter entre autres sur les avancées du dialogue, le statut de l'opposition et les questions électorales. Je rappelle que les dernières discussions entre le gouvernement et l'opposition remontent à décembre dernier. La rencontre de demain jeudi s'annonce après le dégel des avoirs de 33 personnalités proches de l'ancien régime et la mise en liberté provisoire d'une cinquantaine de prisonniers de la crise post-électorale. Le dialogue gouvernement-opposition, c'est donc demain, mais aujourd'hui, le Premier ministre a reçu des hommes d'affaires autrichiens qui s'intéressent à la Côte d'Ivoire en mission de prospection dans le pays. Ces opérateurs économiques veulent investir dans le secteur de l'immobilier. Compte rendu, Sidonie Davila. Les Autrichiens ont décidé d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement. Ils veulent apporter leur savoir-faire dans les secteurs de l'agriculture, la sécurité, la communication, l'environnement, pour ne citer que cela. Une délégation autrichienne a rencontré ce mercredi 28 janvier le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et certains membres du gouvernement. On a parlé très concrètement des possibilités d'affaires dans les secteurs PTB, par exemple. Vous avez des grands projets à entamer dans les prochains ans et l'Autriche a
un savoir-faire assez spécialisé dans les PTB. Alors ça, c'est par exemple un secteur où on peut collaborer encore mieux ensemble. On a aussi parlé du secteur du transport, par exemple, notamment le secteur ferroviaire, où l'Autriche peut aussi apporter du savoir-faire dans ce domaine. Il y a un besoin en Côte d'Ivoire, oui, et je suis très très enthousiaste que les sociétés autrichiennes, avec leur savoir-faire, avec leurs produits en avant, peuvent correspondre à ce besoin. Ces hommes d'affaires qui composent cette délégation représentent au total 8 entreprises autrichiennes. Notons également que demain, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan va animer sa 4e conférence de presse. Le chef du gouvernement se prononcera sur la croissance, développement économique, social et humain, voie royale vers l'émergence, un thème à travers lequel il va expliquer les voies et moyens mis en place par le gouvernement pour permettre au pays d'atteindre l'émergence d'ici à 2020. Une vingtaine d'enfants enlevés en moins de 2 mois en Côte d'Ivoire. Le phénomène prend de l'ampleur. L'État a décidé de réagir de façon vigoureuse pour mettre fin à cette pratique qui angoisse les populations. Une conférence interministérielle avec la participation des grands commandements vient justement de se tenir pour parler de la stratégie qui va être mise en place. Mamadou Kouassi. L'heure est grave en Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Au moins 21 cas d'enlèvement d'enfants suivis d'assassinats dans le district d'Abidjan enregistrés en moins de 3 mois. La situation préoccupe le gouvernement. À la demande du président de la République, une réunion interministérielle regroupant les ministères d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ministère de la Famille, de l'Enfant et celui en charge de la Défense est organisée. Ces ministères sont assistés des grands commandements de l'armée et du Conseil national de la sécurité. Des décisions importantes sont prises pour freiner ce phénomène qui endeuille les familles dans le district d'Abidjan. Nous avons décidé qu'une équipe de coordination soit mise en place, qu'elle sera renforcée par des experts de l'ONUCI, par des experts de certains corps de métier, des sociologues, pour bien analyser la typologie, les liens de tous ces crimes, pour que les enquêtes puissent davantage nous acheminer sur les commanditaires. Un dispositif sécuritaire qui va faire intervenir 1500 hommes, dont 1000 policiers, 300 gendarmes et 200 militaires qui vont avoir pour mission de renforcer les patrouilles dans certaines zones que nous avons bien déterminées comme étant les zones hautement criminogènes. Et ensuite, la surveillance des écoles, des forêts, de certains plans d'eau qui ont été révélés comme des points sensibles. Des numéros verts ont été communiqués en vue de dénoncer toute situation d'enlèvement. Il s'agit des 111, 116, 145 et 170. Les chefs d'État et de gouvernement de l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, veulent faire de l'intégration une réalité au quotidien, sachant que les attentes des populations sont nombreuses, aussi bien en matière de libre circulation des biens, des services et des personnes qu'en matière d'électricité, d'infrastructures routières et ferroviaires. Réunis à Cotonou au Bénin, ils ont planché sur les grands chantiers de l'Union et de la place de la Côte d'Ivoire dans la dynamique de développement communautaire. On en parle avec Adama Koné. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, jette les bases d'une nouvelle forme de coopération envers les investisseurs qui connaissent très peu la sous-région ouest-africaine. Une stratégie basée sur la diversification des sources de financement, tant les défis sont nombreux. Le programme économique régional s'élève à plus de 6 000 milliards de francs CFA. La mobilisation des ressources est un problème sérieux, que ce soit au niveau communautaire et que ce soit au niveau des États. Il y a quelques années, lorsque on cherchait à mobiliser les ressources, les États mettaient sur le marché des obligations un certain nombre de titres et demandaient le refinancement des différentes économies à partir de ces titres-là. On avait des montants de 25-30 milliards que l'on cherchait à mobiliser. Mais aujourd'hui, lorsque ces États-là mettent des titres sur le marché, la mobilisation est beaucoup plus importante que ce qui est demandé. Ça veut dire que les mécanismes qui ont été définis par la Banque centrale pour la mobilisation des ressources sur le marché monétaire de notre espace commencent à apporter effectivement des fruits. Les projets sont divers. Infrastructures routières, ferroviaires, électriques, agricoles.
La sous-région ouest-africaine ambitionne de présenter un visage attrayant pour le bien-être de ses populations. La conférence, les chefs d'État, notamment les institutions, ont pris l'engagement d'approfondir les questions des pôles énergétiques. Qu'est-ce qu'on appelle pôle énergétique? Vous savez, un pays comme le Niger dispose d'un vaste gisement de charbon. Autour de ce charbon, nous allons construire 600 MW. De la même façon, nous savons que la Côte d'Ivoire dispose d'une grande capacité d'hydroélectricité et de gaz. Nous allons doubler la capacité de la Côte d'Ivoire. Ça va un deuxième pôle. Donc ces pôles-là sont déjà reconnus aujourd'hui. En 2015, nous avons la réhabilitation de la voie ferrée Abidjan-Ouaga-Niger. Nous avons la réhabilitation à faire. Les études sont faites. L'idée est de faire en sorte qu'on puisse partir de Dakar à Ouaga ou de Dakar à Abidjan à voie ferrée. Au niveau des transports aériens, nous avons décidé de former cette année un certain nombre d'inspecteurs d'audit qui vont donc inspecter nos aérodromes parce que nous devons maintenir un certain niveau de sécurité et de sûreté dans nos aérodromes. Et puis également, nous envisageons de faire en sorte que nous ayons un système d'harmonisation. Reportage signé Adama Koné du service économie et de la rédaction. Un mot d'environnement dans ce journal. La réduction des émissions de gaz à effet de serre au centre de plusieurs rencontres. Une délégation de la Banque mondiale en mission en Côte d'Ivoire a échangé avec le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, puis avec le ministre des Eaux et Forêts. La Banque mondiale envisage appuyer la Côte d'Ivoire pour la préservation de l'environnement. Issaïo Herman Niamia. La protection de l'environnement constitue un souci majeur pour le gouvernement ivoirien. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable l'a exprimé au cours d'une rencontre avec une délégation de la Banque mondiale. Rémi Alakwadio a indiqué à ses hôtes que la préservation de l'environnement est un enjeu capital pour son département. Une préservation qui, selon lui, se traduit par la prise en compte du projet RED+, entendait réduction des émissions de gaz à effet de serre. Lequel projet est un mécanisme qui permet d'adopter des pratiques pouvant protéger la forêt. La Côte d'Ivoire, fortement engagée dans ce projet à plusieurs composantes, a été éligible au fonds de préparation et a bénéficié d'un montant de 3,8 millions de dollars, soit près de 2 milliards de francs CFA. La réussite de cette phase doit aboutir à la mobilisation d'autres fonds de financement, dont le fonds carbone et le programme pour l'investissement financier. C'est pour mobiliser la Côte d'Ivoire pour la capitalisation de ce fonds que la délégation de la Banque mondiale est à Abidjan. On est très heureux de rencontrer les autorités ivoiriennes. Nous parlons de deux grands sujets. La protection des forêts en relation avec le développement agricole et les changements climatiques. Et le deuxième grand sujet, c'est la gestion des zones côtières, y compris l'atténuation de l'érosion côtière et la gestion du secteur des pêches. Et donc dans ces deux domaines-là, la Banque mondiale a déjà entamé un dialogue politique avec les autorités ivoiriennes, le secteur privé et d'autres acteurs. Dans certains cas, nous avons déjà des financements en cours, mais nous envisageons maintenant de monter à l'échelle notre soutien. Après le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, la délégation s'est également rendue au ministère des Eaux et Forêts. Ici, elle a échangé avec le ministre Mathieu Babou-Daré. Cette mission est intéressante, elle est importante parce qu'elle va nous permettre à nous-mêmes d'abord de voir quels sont les projets que nous pouvons émettre pour contribuer à intensifier, je ne dirais pas la lutte contre le carbone, mais à intensifier dans, disons, le développement forestier. Toutes ces initiatives devraient permettre, in fine, à la Côte d'Ivoire de bénéficier des crédits carbone. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, lui, vient d'achever une mission à San Pedro. Pendant 3 jours, Jean-Louis Billon a rencontré les acteurs du secteur du commerce pour parler de la cherté de la vie et des difficultés des commerçants. Teresta Peyoboué. Les coupures répétées du courant et de l'eau, la pression fiscale sur les commerçants et les industriels, les tracasseries des contrôleurs du commerce, des agents des douanes, des forces de sécurité, la cherté des produits sur le marché, l'état défectueux de la voirie, le problème du site pour la relocalisation des artisans sont quelques-unes des préoccupations
évoqués par les acteurs du commerce de San Pedro avec le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, Jean-Louis Billon, en visite dans la localité. Le ministre du Commerce a reconnu la gravité de la situation. Il a promis une organisation dans le secteur afin d'y impulser un développement harmonieux. Les préoccupations que l'on rencontre à San Pedro sont les mêmes que l'on rencontre partout en Côte d'Ivoire. Donc ça montre que la nation de ce côté-là connaît les mêmes succès et les mêmes problèmes. Donc c'est à nous de travailler pour que l'environnement des affaires, que le commerçant, l'artisan, les PME, les acteurs économiques en général travaillent dans de meilleures conditions, gagnent mieux leur vie. Tout ça pour le bien du pays et le bien du consommateur, de l'Ivoirien en général. Pendant 3 jours, Jean-Louis Billon a visité la direction régionale du commerce, puis le port autonome de San Pedro. Une visite qui aura permis au ministre Billon d'apprécier l'action dynamique des responsables du port. Le site de relocalisation des artisans, une usine de transformation de cacao, le grand marché du quartier Bardo, la chambre régionale des métiers ont été également visités par le ministre Jean-Louis Billon. Nous sommes le 28 janvier 2015. Aujourd'hui est célébrée la journée internationale de la protection des données à caractère personnel. Nous sommes ici dans le domaine des TIC, les technologies de l'information et de la communication. En Côte d'Ivoire, lors de la célébration de cette journée, l'accent a été mis sur la lutte contre la cybercriminalité. Lassina Ouattara. Les données à caractère personnel sont des informations sur chaque individu telles que le nom, l'adresse postale ou géographique, les numéros de téléphone, de la carte nationale d'identité ou du passeport. On note aussi l'adresse électronique, les références de compte bancaire, la religion, l'état de santé, les empreintes digitales, biologiques, biométriques ou encore les opinions politiques et philosophiques. Elles font l'objet de traitements réguliers, notamment lors des transactions commerciales ou à l'occasion de démarches administratives au cours desquelles ces informations sont demandées et volontairement données ou récupérées à l'insu de la personne concernée. Aujourd'hui, le numérique envahit notre vie et il est d'utilité d'assurer la protection de tous ceux qui vivent, travaillent dans le cyberespace. C'est pourquoi il est important de plus en plus de faire attention aux informations que l'on fournit sur soi lors de la navigation sur Internet. En Côte d'Ivoire, à l'initiative du ministère de la Poste et des TIC, l'État a fait adopter la loi de 2013 relative à la protection des données à caractère personnel. Donc cette loi met en place une autorité de régulation chargée de la protection des données à caractère personnel et quiconque, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse de personnes morales, qui a un besoin de croisement de fichiers, de traitement de données, se doit d'en avoir l'autorisation sous une forme ou sous une autre auprès de l'autorité de régulation en charge de la protection des données à caractère personnel. Chaque individu, selon la loi ivoirienne, dispose de certains droits comme le droit d'information et d'accès aux fichiers de ces données, le droit de rectification, y compris de mise à jour. À cela, il faut ajouter le droit à l'effacement des données appelé droit à l'oubli numérique, le droit à l'opposition et le refus du profilage. On retourne à l'intérieur du pays. C'est la région du Bafing qui nous reçoit cette fois. Cette région où le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, vient d'achever sa tournée. À Waninou, où il s'est aussi arrêté, Albert Ramabritois a échangé avec les populations sur les conflits fonciers qui sont récurrents dans la localité. Eve Boué, notre correspondante dans la région. À Waninou, sur la place publique du Beau Monde, pour écouter le message que le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, est venu livrer à la population. Mais bien avant son adresse, les représentants des populations égrènent les difficultés que rencontre la région du Bafing. Tout ou presque manque dans cette région. Vous avez aujourd'hui beaucoup de villages qui sont peuplés, qui n'ont pas d'électricité. Nous parcourons aujourd'hui beaucoup de villages pour installer l'eau potable. L'occupation anarchique des terres est une véritable bombe sociale à retardement. Nous demandons votre implication personnelle aux côtés de la jeunesse du Bafing pour la résolution
pour le désamorcement de cette bombe sociale. Conflit foncier récurrent dans cette partie de la Côte d'Ivoire, une solution pointe à l'horizon, rassure le ministre Albert Touakes Mabry. Le gouvernement a pris 2 décisions importantes. Faire appliquer la loi sur le foncier, mais deuxièmement, délimiter les terroirs villageois. Et la délimitation des terroirs villageois va commencer bientôt. Le financement acquis, ce sera l'occasion justement qu'on dise à chaque village où sont ses limites. De l'espoir aussi, surtout que le ministre a annoncé une bonne nouvelle. D'ici la fin du mois de mars, le président Alassane Ouattara va vous rendre visite dans le Bafing. Une nouvelle d'ailleurs accueillie avec joie par la population. On va rester dans le Grand Ouest, toujours avec Eve Boué. Notre reporter nous dit qu'à Guiglo, le conseil municipal a tenu sa 4e session. Reportage. Pôle de développement rural de l'ouest de la Côte d'Ivoire, la ville de Guiglo pense les plaies laissées par la situation post-crise. Principaux chantiers, l'amélioration du cadre de vie, l'emploi, la protection maternelle et infantile et l'éducation nationale. Des chantiers au cœur des réflexions à cette 4e session ordinaire du conseil municipal. Le colonel Benoît Séverin Baillé, maire de Guiglo, n'a pas manqué d'égrener les actions sociales réalisées. Ce sont entre autres subventions de 10 millions de francs CFA aux jeunes, construction de maternités et de 2 écoles primaires. Mais il y a encore beaucoup à faire et le programme triennal 2015-2017 est consacré à relever le défi. Nous voulons faire de Guiglo une ville essentielle, une ville de développement. Donc nous avons essayé de discuter de tous ces paramètres-là avec les Américains qui ont décidé de venir à Guiglo en 2015 pour voir des visus, en tout cas cette ville-là et les potentialités. Guiglo en plein chantier, la satisfaction et le sentiment partagé. Je suis très content et surtout je suis content des subventions que le maire a fait. Esprit de paix et cohésion sociale, des attitudes aussi auxquelles ont été invitées les populations pour mieux accompagner le développement à Guiglo. Le 14 février prochain, les Nigérians éliront leur nouveau président de la République. Dans l'état de Kaduna, dans le centre-nord du pays, les élections présidentielles de 2011 avaient plongé la région dans des violences interreligieuses. Aujourd'hui, le spectre de nouveaux affrontements plane sur le pays à l'approche de la présidentielle. Philippe Jagaba était au premier rang des violences qui ont éclaté dans son village. Le soir du résultat des élections présidentielles nigériennes de 2011, chrétiens et musulmans se sont affrontés pour contester le scrutin. Aujourd'hui encore, les stigmates restent visibles. D'ici vers là-bas, c'est chez les chrétiens. Et de ce côté, c'était principalement les musulmans. Ils étaient installés ici. Comme vous pouvez le voir, certaines maisons des chrétiens ont été touchées ainsi que celles des musulmans. C'est la violence qui a provoqué toutes ces destructions. Au total, les affrontements post-électoraux ont fait plus de 1000 morts et des milliers de déplacés au Nigeria. Dans l'état de Kaduna, dans le centre-nord du pays, chrétiens et musulmans vivent côte à côte, mais les rendez-vous aux urnes tournent aux guerres de religion. Issa Moussa est musulman, il était là en 2011. Ils ont brûlé ma maison, ils ont tué les 2 fils de ma sœur, ils ont tué mon père et ils ont également tué mes 3 frères. Et ils m'ont blessé. Regardez la plaie, c'est une balle que j'ai ici, à l'intérieur. Le spectre de nouvelles violences à l'approche des élections présidentielles le 14 février prochain plonge la région dans l'inquiétude. Chômage, pauvreté, manque d'infrastructures publiques. L'origine des tensions est multiple, bien au-delà des appartenances religieuses et ethniques. À Kaduna, la capitale de l'État du même nom, un programme de dialogue et de surveillance interreligieux a été mis en place pour prévenir la résurgence des violences. Nous avons mis en place des observateurs dans les communautés pour surveiller tout indice de violence. Dès qu'ils repèrent un conflit, ils appellent notre centre et nous, en collaboration avec les agences de sécurité, nous déclenchons une intervention. Dans quelques semaines, les Nigérians, exactement comme en 2011, devront choisir entre le président sortant et chrétien Goodluck Jonathan et son principal opposant, le musulman Muhammadu Buhari. Une élection qui s'annonce très serrée et laisse craindre le retour des fantômes du passé.
Pour terminer, vous allez le voir en images, sachez qu'il y a 70 ans, les soldats soviétiques libéraient le camp d'extermination nazi d'Auschwitz en Pologne. 300 survivants et de nombreux dirigeants du monde entier se sont retrouvés hier dans ce camp pour lancer un nouveau « Plus jamais ça ». Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance et puis restez sur notre chaîne.